aujourd'hui, si quelqu'un dédie son recueil, son livre à Jérôme Garcin, ça pourrait prendre l'allure d'un appel du pied, mais là, bon, il le suit depuis tellement longtemps. Oui. C'était le moment de lui faire un petit signe de reconnaissance. Alors, Jean-Pierre Sémillon, lui, parle de ta poésie, et dont il dit c'est une présence franche et émue. Est-ce que tu te reconnais dans cette franchise et cette émotion? C'est difficile d'en parler moi-même, mais la franchise, oui, quitte à être un peu immodeste. Oui, j'essaie dans la mesure où j'écris uniquement sous la pression de la nécessité de... Sincérité. Pardon ? Sincérité, on pourrait dire aussi. Sans doute, c'est comme ça que je le vois, dans la mesure où ce que j'écris n'est pas... Je ne veux pas faire du fabriqué, je ne veux pas faire de l'artificiel, j'écris uniquement sous la pression de l'inspiration. J'ai une... comment dire ça? Je partage la vision des romantiques pour ce qui concerne l'inspiration. Oui, on reviendra à l'inspiration. Moi, je pourrais dire comme ça à te lire depuis longtemps qu'il y a à la fois effectivement cette sincérité, cette émotion devant les choses, même si tu caches en fait souvent sous des espèces de pirouettes comme ça ce que tu ressens vraiment. Il y a souvent un petit peu d'ironie aussi dans tes poèmes, donc de l'émotion, la sensation des choses et la sensation du temps qui passe, aussi la sensation de la lumière, du vent, des arbres, des fleurs, on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, il y a un aspect peut-être un peu réflexion aussi, il y a des espèces de petites choses comme ça qui ressemblent à un peu des aphorismes sur la vie, sur la mort, il y a un peu tout ça. Alors, je ne sais pas si toi tu vois comme ça ou... Oui, à vrai dire, personnellement, je n'en ai pas vraiment la conscience nette et claire. Mais effectivement, quand tu parles d'ironie, oui, l'ironie c'est aussi un moyen de ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Bon, on dit des choses graves, on dit des choses, mais comment dire, ne pas s'attarder sur ces choses-là, essayer de les surpasser, de les surmonter. Voilà, je ne sais pas. Une question de pudeur aussi, peut-être. Sans doute, qui est dû sans doute à l'éducation protestante, judéo-chrétienne. Ça joue, c'est sûr. Alors, il y a deux choses comme ça qui sont dans tes textes depuis longtemps, hein, mais dans celui-là peut-être plus encore, il y a cette présence de l'enfance. Tu y reviens beaucoup, de plus en plus, je sais pas comment toi tu le ressens, hein, tu dis à un moment donné mes yeux de 5 ans, et c'est vrai que parfois on se retrouve comme ça, transporté en arrière dans le temps. Ça reste très présent l'enfance, et comment est-ce que tu la traduis dans les poèmes? Comment est-ce que ça vient? Est-ce que ce sont plutôt des souvenirs? Est-ce que tu cherches à te remémorer quelque chose? Ou est-ce que ça revient tout seul? Non, ça revient, je pense qu'avec l'âge, retomber dans l'enfance, c'est peut-être une expression un peu trop forte, mais on se retourne peut-être de plus en plus vers les premiers temps, vers même la petite enfance. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit, je te cite Nietzsche puisque tu es philosophe. Je vois ça. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit dans Humain, trop humain, les poètes sont des êtres tournés en arrière. Tournés en arrière, ils essayent de puiser dans le passé des lueurs, des couleurs dont ils revêtent le présent pour le rendre moins pénible. Et je crois que c'est une réflexion qui me convient parfaitement. Tourner en arrière, pas seulement tourner en arrière, tourner en avant bien sûr, mais à partir d'un certain âge, on sait que l'horizon commence à se rétrécir singulièrement. Et l'autre aspect, c'est la nature. Tout simplement, là, il n'y a aucun effort à faire. Moi, je vais à la campagne, j'ouvre la
fenêtre le matin, je vois ma vallée verdoyante, je vois mes arbres, le chêne, la rivière. Le chêne, la rivière, voilà. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de panthéisme. Hein. La nature a beau être la nature, on sait aussi que la nature peut être extrêmement cruelle. Donc, je pense que je ne la sacralise pas, la nature. Non, on a l'impression que tu l'abordes de manière très simple, quoi. Voilà. Autant je trouve que tu as une espèce de simplicité qui n'est pas si simple que ça dans ta poésie, autant le rapport à la nature semble circuler de façon très, très naturelle, quoi. Mais on sent aussi que tu la connais, tu cites les noms des arbres, des choses comme ça, quoi. Oui, il y a le magnolia, le cerisier, l'épicéa, l'aubépine, l'églantier. C'est vrai que par exemple l'aubépine et l'églantier, ça évoque l'enfance aussi, parce qu'on en voit un petit peu moins maintenant. Donc, oui, sauf à côté de ma maison. D'accord. Est-ce que dans les deux cas, que ce soit concernant l'enfance ou concernant la nature, peut-être par la grâce de l'un et de l'autre, mais peut-être aussi par le travail de la poésie, est-ce qu'il reste quelque chose d'intouché? Je ne comprends pas bien. Est-ce que, je ne vais pas poser des questions qui soient compliquées, je veux dire que la nature, quand elle n'est pas envahie par l'homme, et c'est malheureusement de plus en plus, est-ce que après, d'autant plus quand tu travailles, et l'enfance aussi, l'enfance elle n'est que dans ta tête, finalement elle n'est que dans nos têtes, est-ce que ça a quelque chose qui reste intouché, ou bien est-ce que le travail que tu fais par les poèmes peut les transformer au fond, ou les embellir? Je suis peut-être plus claire. Oui, sans doute, mais tu sais bien, il y a pratiquement plus de nature intouchée. Tout est humanisé, fortement humanisé. Mais est-ce que la poésie les transforme, la naturelle enfance, ou pas? Sans doute. Sans doute. Mais à ce moment-là, là, on a peut-être une vision un peu idéaliste de la nature. C'est-à-dire, est-ce que derrière la nature, il y a encore autre chose? C'est l'idéalisme, ça. C'est le platonisme. Est-ce qu'il y a beaucoup de critiques qui disent ça? Moi, je n'ai jamais compris, je n'essaie pas de théoriser, mais qui me disent qu'il essaie de voir ce qu'il y a derrière les choses, traverser les choses. Il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, qui parle de transparence. Ouais. Oui. Mais intouché, je ne sais pas. Tout est humanisé par la force des choses, je pense. Ce que je voulais dire, j'ai peut-être pas dit de façon bien claire, c'est que, est-ce que le travail de l'écriture transforme une vision et de la nature et de l'enfance? Sans doute. Sans doute, c'est infaillible, je pense. C'est inévitable. Alors on va en venir au titre du livre, Le voyage en Argovie. C'est vrai que c'est un petit peu mystérieux. Avant de lire ensemble quelques poèmes de la partie la plus importante du livre, qu'est-ce que c'est ce voyage en Argovie et où est l'Argovie? Voilà, ça c'est une bonne question. Bien concrète. On les aime. Non mais l'Argovie, pour commencer, je voudrais dire que je n'ai absolument pas l'obsession des origines. Je n'ai pas l'obsession des origines. J'ai connu mes parents, bien sûr, mes grands-parents. Je sais d'où ils étaient issus, ces grands-parents. Mais je sais aussi qu'une famille Reutenauer, a quitté la Suisse au XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, pour s'établir en Alsace au sud. Or, ça fait depuis très très longtemps que je me suis promis de visiter cette région qu'ils ont quittée, tout simplement pour voir les paysages qu'ils ont laissés, pour voir les paysages qu'ils avaient sous leurs yeux. Alors on a fait je dis on, ma femme et moi, qui s'appelle comme moi d'ailleurs. D'accord que... c'est drôle ça. Oui, c'est drôle. C'est pas la même famille. Pardon? C'est pas la même famille. Non, on a fait des recherches, ça remonte au 18e. Nous n'avons pas eu d'enfants mal formés.
voyage en Argovie et on avait réservé une chambre d'hôtel et dès qu'on arrive, le propriétaire de l'hôtel nous dit, écoutez, monsieur Rocknor, le dernier qui porte votre nom s'est suicidé il y a 8 jours. Bon, on n'avait pas prévenu, hein, donc peut-être qu'il aurait retardé son suicide. Il avait su qu'il allait venir de lointains cousins d'Alsace. Ça, c'est absolument vrai. Et tu le racontes dans un poème. Oui, voilà. Donc, pour le cadre même. Donc, le voyage en Argovie, c'est un voyage bien réel. Mais si quelqu'un m'avait demandé de situer l'Argovie avant de faire ce voyage, j'aurais bien été incapable de le faire. Hein. L'Argovie, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire situer l'Argovie? En même temps, je crois que c'est la première fois que je n'ai pas hésité dans le choix d'un titre. D'habitude, j'hésite beaucoup. Le choix d'un titre, il faut que le titre chapeaute un peu l'ensemble quand même du livre, hein, du recueil. Et là, je me suis dit aussi, l'Argovie, c'est peut-être aussi un pays imaginaire. C'est le pays des songes, c'est le pays des poèmes, c'est le pays des questions. Tout simplement. Et aussi peut-être inconsciemment, parce que dans l'Argovie, il y a art et il y a vie. Parce que la poésie n'est pas, je ne pourrais pas dire, c'est l'art de la vie. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui est très très voisin. En même temps, il y a aussi Argot. Ça te plaît bien, ça? Oui, Argot, il y a aussi Argot parce que, est-ce que la poésie n'est pas un argot à l'intérieur de la langue? On dit que, Argot, c'est un peu fort, on dit que c'est la langue de la langue. Peut-être plutôt ça. Voilà, plutôt. Parce que c'est vrai que dans Argot, il y a un côté peut-être un peu péjoratif, peut-être à tort d'ailleurs, mais... Exactement, péjoratif et aussi avec un vocabulaire bien spécifique. Alors qu'en poésie, effectivement, on emploie les mots de tous les jours, les mots les plus simples. Et comment est-ce que tu as composé ce recueil? Parce qu'effectivement, la partie voyage en Argovie, c'est la partie la plus importante, mais aussi des poèmes avant et après. Est-ce que comment est-ce que tu as composé ça? Des choses d'avant, comme maintenant? Mais tu as vu qu'il y a aussi deux chapitres que j'ai intitulés Des jours. Donc ça, c'est une espèce de journal sans date. Une chronologie, une chronologie, mais effectivement sans date. Mais tous les poèmes, une fois que j'ai 70-80 poèmes, je les classe par affinité. Moi, je parle de veine d'inspiration. Les jours, ce sont des poèmes plus quotidiens, avec des retours en arrière, avec aussi mon enfance. Et puis, il y a toujours aussi un autre chapitre que j'appelle ici « Les yeux des chats », où je parle des grandes questions qui taraudent tout le monde. Pourquoi les yeux des chats? J'ai l'impression que les chats voient ce que nous ne voyons pas. On dit que les chats